Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. J'avais annoncé dans ma mise au point numéro 22, on va maintenant l'appeler 22A, que je reviendrai sur le contenu du discours de Javier Milei à Davos, à l'édition 2024 du Forum de Davos, pour expliquer en quoi la teneur de ce discours n'a en réalité rien de dérangeant pour ce qu'on appelle parfois la caste, pour cette oligarchie mondiale, pour cette corporatocratie qui se réunit à Davos. Et c'est cette explication qui va faire l'objet de cette vidéo qui portera donc le numéro 22B dans ma série des mises au point. Alors la 22A avait été tournée le jour même, ou bon, je crois dans les 24 heures suivant le discours de Milei à Davos. Et entre-temps, comme je l'avais prévu à ce moment-là, évidemment, tous les droitardés d'Internet, de YouTube, de Facebook, de la conspisphère, y sont allés de leur petit moment de jubilation droitardée et d'adoration de l'idole Milei, du héros Milei qui allait porter le fer droitardé, le fer pseudo-libertarien, jusqu'au cœur de la grotte du dragon mondialiste. Éric Verregue, le fameux stratège du courrier des boomers, vous a expliqué dans une vidéo que c'était une grande révolution, donc une grande révolution télévisée, à Davos et sur invitation du Forum dit économique dit mondial de Klaus Schwab, comme quoi vous voyez c'est quand même une institution extrêmement démocratique. Ils invitent leurs pires ennemis à venir porter le fer jusqu'au fond de leur grotte des 2000 voleurs. Bon, il y a évidemment une cohérence dans ce genre d'enfumage. Quand on est par ailleurs capable de lancer des listes citoyennes, vous voyez, donc d'avaliser l'imposture de la démocratie moderne, je reviendrai sur ce concept de démocratie moderne et en quoi il est gravement erroné de la confondre avec la démocratie antique. Donc si vous voulez, si on adhère ou incite ces pigeons à adhérer au mythe de la représentativité du personnel d'un palais Bourbon, du personnel d'un Parlement européen, effectivement, pourquoi pas supposer aussi, pourquoi pas souscrire aussi au mythe d'une représentativité de type malheureusement non électoral. À Davos, on est coopté, on est élu par personne. Mais pourquoi est-ce que ces élites politico-économiques ne seraient pas elles aussi représentatives du peuple, avec un grand P. Là aussi, on parle d'un mythe, donc autant dire tout de suite de l'humanité, puisque c'est une des caractéristiques essentielles de la démocratie moderne, de la démocratie occidentale, qui est d'être intrinsèquement humanitaire, universaliste. Donc ça part toujours d'un État-nation réellement existant, qui a une base géographique, une base ethnique, etc., mais toujours, dès le début, dans l'intention de dépasser cette base. Les États-nations démocratiques de l'Occident sont tous des projets mondialistes. Alors certains ont carrément avorté, pensons à l'Italie, à l'Allemagne, certains se sont fait coiffer pas très loin du finish d'ailleurs, d'où une certaine frustration, le projet France comme projet mondialiste, et puis finalement un projet collégial, réunissant divers États-nations, le projet de la Société des Nations, qui est aujourd'hui l'ONU, et qui est aujourd'hui Davos, tout ça c'est la même chose, voilà, a fini par faire la synthèse, par aller au-delà de cette division en États-nations, qui était une division d'un seul et même projet mondialiste, qui est le projet de l'Occident. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez comme composante de plus en plus importante de cette oligarchie mondiale, l'oligarchie pigmentée, l'oligarchie des BRICS, donc de pays comme typiquement la Chine dite populaire, la Chine communiste, où ces élites économiques sont généralement à 80% elles-mêmes issues d'anciennes élites politiques d'une nomenclatura de partis uniques.
Or, cette nomenclatura est dépositaire de la fameuse souveraineté. Vous savez, la souveraineté, c'est ce pouvoir du peuple, mais dans lequel on ne demande pas trop son avis au peuple. C'est le modèle, par exemple, de la France d'Ancien Régime, dont sont aujourd'hui généralement nostalgiques tous les droitards, ce qui explique aussi qu'ils aient une adoration spontanée comme ça, très difficile à cacher, pour ce genre de régime, des régimes comme le régime des princes rouges de Pékin. Et d'ailleurs, ils vous le disent, je suivais encore ce matin une vidéo, une sorte de point d'actualité périodique du président d'un certain cercle Aristote, vous voyez, donc on va dire l'intellectualité souverainiste proche des patriotes, dont j'ai pourtant fait partie, j'ai été membre de ce parti. Vidéo dans lequel le dit président, Pierre-Yves Rougeron pour ne pas le nommer, vous expliquez que lui, sa doctrine d'économie politique, sa came, c'est la bureaucratie d'État qui crée de la croissance, qui crée du développement. Donc c'est les partenariats publics-privés. C'est exactement l'idéologie du capitalisme des parties prenantes de Klaus Schwab, mais disons que c'est la variante concurrente, en fait la variante loser, c'est les mondialistes qui ont eu moins de chance. Mais surtout, il ne faut pas confondre, évidemment, parce que si jamais c'est eux qui le font, ça sera tout autre chose, parce que déjà, ce sera français. Donc c'est un peu comme Zemmour, vous voyez, c'est tout comme Macron, le covidisme, le climatisme, et l'immigrationnisme, évidemment, Union européenne, donc immigrationnisme, bien, mais quand même mieux parce que français, vraiment français, vous voyez, Zemmour, Alors eux, ils ne lancent pas encore leur liste citoyenne, vous me direz, il y a celle des patriotes, mais c'est censé être, le cercle Aristote, c'est censé être un think tank, vous voyez, comme Davos d'ailleurs, Les stratèges du courrier des boomers, eux, l'ont fait, ils ont fait le pas, ils lancent leur liste citoyenne, je crois que ça s'appelle « Se prendre en main » ou un truc comme ça, un slogan visiblement inspiré de Benjamin Griveaux. Et donc je pense qu'eux s'attendent eux aussi à être tôt ou tard invités à Davos, puisque Milei étant le rebelle absolu qu'il vous vende, qu'il vous sert, il n'y a pas de raison pour que, alors peut-être de notoriété, c'est sûr que c'est entre les sites web pour boomers français et les présidences de républiques d'Amérique latine. Mais enfin, tôt ou tard, je pense qu'il faut s'attendre aussi à des discours tout à fait stratégiques à la tribune de Davos. Mais maintenant, blague à part, c'est quoi le fond de l'affaire C'est quoi le contenu, c'est la teneur de ce discours de Javier Milei c'est un discours à la fois didactique et polémique qui repose avant tout sur une dichotomie, je dirais une dichotomie qui est conceptuellement dépassée depuis au moins un siècle, et qu'il est même dans les faits, c'est-à-dire même à l'étage des décisions et des structures politiques, depuis maintenant bien 40 ans. Donc tout ça est extrêmement daté, et c'est justement pour ça aussi que tout cela est parfaitement inoffensif. La dichotomie dont il part, donc entre socialisme et capitalisme, on va appeler ça comme ça, lui-même appelle ça comme ça, c'est celle qui a été idéologiquement structurante pour l'Occident et donc le monde jusqu'à la fin de la guerre froide, guerre froide qui était censée, alors qu'on savait très bien qu'il y avait en dessous aussi des intérêts géopolitiques, mais qui était censé être avant tout l'affrontement de ces deux idéologies, mais guerre froide dont je voudrais quand même au passage rappeler que de ce point de vue, justement, du point de vue idéologique, elle s'est soldée par un match nul. Alors certes, il y a un bloc, le bloc occidental, qui est en gros resté debout, pendant que l'autre s'effondrait, et notamment pendant que l'URSS était démembrée, divisée en une kyrielle de républiques indépendantes. Oui, mais comme l'ont dès cette époque fait remarquer des dissidents soviétiques, comme Solzhenitsyn, comme Boukhovski, pendant qu'une certaine forme de capitalisme finissait par s'imposer dans le monde post-soviétique, et même dès avant cette époque, et même dès avant 1991, dans le monde occidental, en revanche, on voyait s'installer une certaine forme, mais là aussi il faut souligner une certaine forme de socialisme. On pourrait donc dire que la guerre froide a eu d'une certaine manière
un vainqueur géopolitique. Hein, ce sont des anglo-saxons, des Européens qui se sont dans les années 90 installés à Moscou pour vivre grâce à leur monnaie forte, comme des princes, hein, sur le dos de la peuplade post-soviétique. Oui, mais d'un point de vue idéologique, on dirait, j'ai plutôt l'impression que la bataille s'arrêta faute de combattants. Et en effet, si on considère le capitalisme, d'autres diront le libéralisme, en tout cas le libéralisme politico-économique, hein, les sociétés du marché libre, bien, comme la thèse, et le communisme, le socialisme comme l'antithèse, alors j'aurais tendance à dire que le bilan, le résultat final de la guerre froide, ça a plutôt été une sorte de synthèse. Et d'ailleurs, une synthèse dont le lieu privilégié, hein, dont vraiment le laboratoire, n'a été aucune des deux, disons, puissances dominantes de l'affrontement de la guerre froide. Ça n'a été ni l'URSS ou la post-URSS, ni les États-Unis d'Amérique, mais la Chine post-communiste ou toujours communiste, la Chine mutante de l'époque de Deng Xiaoping, hein, qui a ensuite accouché de celle de Xi Jinping, car c'est là qu'est né ce nouveau modèle, hein, appelons-le modèle de la corporatocratie pseudo-capitaliste et pseudo-socialiste autoritaire, qui fournit, alors, est-ce qu'il fournit légitimement un modèle ou est-ce que c'est une interprétation illusoire? Ça, l'avenir le dira. Mais en tout cas, qui fournit, ça c'est très clair, son idéal à la corporatocratie davosienne, à la caste, hein, en cours de syndication et dont le pouvoir est en cours de consolidation autour de forums comme le forum de Davos. A l'inverse, l'univers mental dans lequel se meuvent encore, soit parce qu'ils ne sont pas capables de voir plus loin, soit parce que c'est quand même plus confortable et ça permet, disons, de tenir des discours audibles. Hein. Ça permet de pigeonner le boomer. Bon. L'univers mental, donc, dans lequel se meuvent les Milei et les Verreg de tout poil, je dirais que c'est un univers qui était d'actualité, hein, qui correspondait assez bien à la réalité extradiscursive un siècle plus tôt, hein, encore du vivant de Karl Marx. Donc, pour ceux qui ont des références plutôt littéraires, c'est, si vous voulez, aussi l'univers que vous trouvez chez Zola, hein, typiquement dans un roman comme Germinal. C'est l'univers des affrontements de classes. Alors, qu'est-ce qu'on appelait à l'époque une classe sociale? D'une part, vous aviez le prolétariat. Hein, dans Germinal, ce sont les mineurs qui entrent en grève, se rebellent, se révoltent contre leurs conditions pires que serviles. Hein. Ils vivaient plus mal que beaucoup de groupes d'esclaves dans des sociétés officiellement esclavagistes de l'Antiquité ou de l'Orient. Ce que, dans une perspective libérale, entre guillemets, c'est avant tout occidentale, on s'abstient en général de souligner, c'est que sous cette identité sociologique, hein, donc définie par des réalités économiques, la réalité du prolétariat, les mineurs de Germinal, bon, en général, vous aviez aussi une réalité ethnique. Hein. Les mineurs, les grévistes de Germinal, ce sont aussi, avant tout, des ch'tis, hein, dont la plupart ne parlaient sûrement pas très bien français, le français de Paris, à l'époque, étant donné que leurs propres enfants, voire petits-enfants, en 1914, dans les tranchées, souvent se feront déquiller par des mitrailleuses allemandes, faute d'avoir compris l'ordre que leur donnait en français leur officier français. En face, vous avez la bourgeoisie, hein, les détenteurs, là je cite la définition marxiste classique, hein, les détenteurs des moyens de la production sociale. Hein, donc c'est de la production sociale, il y a une mine, il y a une usine, hein, il y a une division du travail, il y a une longue chaîne de production, mais parmi les participants, hein, les acteurs de cette chaîne de production, bon, certains ont des titres de propriété sur l'outil de production et les autres n'en ont pas. Ceux qui disposent de tels titres de propriété, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie. Hein, elle a aussi une caractérisation culturelle, elle présente aussi des éléments de divergence culturelle d'avec les divers prolétariats qu'elle domine.
Mais là aussi, dans le discours, du moins, déjà le discours de cette époque, cette identité, donc ethnique et culturelle, va toujours passer au second plan, hein, va toujours être oblitérée par une identité économique. Il se trouve en effet qu'au XIXe siècle, que du vivant de Karl Marx, la bourgeoisie, alors certes, domine d'une certaine manière les sociétés industrialisées, les sociétés occidentales ou en cours d'industrialisation, à travers le résultat de 1789, hein, les institutions du parlementarisme, les républiques hein, démocratiques, plus ou moins démocratiques, et représentatives. Oui, mais en même temps, hein, et justement Marx avait mis le doigt là-dessus, ces bourgeoisies hein, euh, partagent encore aussi une identité politique avec le prolétariat, hein, qui est une identité héritée des systèmes d'Ancien Régime, qui est l'identité de la roture, étant donné que parallèlement hein, au développement de ces institutions républicaines, dans ces divers pays occidentaux, alors certes un peu plus en Allemagne qu'en Italie, un peu plus en Italie qu'en France, donc avec des degrés et des nuances. Mais vous aviez encore au sein de l'appareil du pouvoir d'État, des survivances culturelles et même institutionnelles, notamment en Allemagne, d'anciens régimes. C'est-à-dire que les élites issues de la bourgeoisie, hein, de la propriété privée des moyens de production sociale, étaient encore en situation de concurrence avec des élites issues de l'aristocratie guerrière, hein, de l'aristocratie militaire et de la prêtrise, ce qui explique aussi, notamment, la double identité politique d'un Karl Marx. Hein, parce qu'en tant que penseur du socialisme, il est le penseur d'une rébellion du prolétariat contre la bourgeoisie, hein, la bourgeoisie elle-même issue de la même roture, hein, du même tiers-état que le prolétariat, mais en revanche, en tant que bourgeois, hein, bourgeois d'ailleurs d'origine juive, donc par définition pas issu hein, de la noblesse militaire ou sacerdotale européenne, c'est aussi un homme des Lumières, hein, c'est aussi un Aufklärer, qui soutient systématiquement, notamment en 1848, les révolutions bourgeoises, hein, les mouvements d'émancipation du tiers-état indifférencié, hein, bourgeois et prolétaires, contre les anciennes castes dominantes issues de l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, le marxisme a même théorisé cette dualité ou duplicité, hein, avec sa théorie des deux révolutions successives, ce qui amènera ensuite les bolcheviks à déclarer que, bah, écoutez, nous en Russie, bon, bah, on avait un peu de retard, mais on a mis les bouchées doubles, on a fait très vite, hein, on a fait notre révolution bourgeoise en février 1917, et puis 6 mois plus tard, en octobre 1917, on a tout de suite déjà fait notre révolution prolétarienne, donc après 6 mois hein, de régime bourgeois, ce régime bourgeois qui, bon, ben, dans le reste, dans l'Occident réellement occidental, hein, dans l'ouest de la péninsule européenne, avait quand même duré plus d'un siècle déjà à ce moment-là. Or, dans cette description que je viens de vous donner, hein, du monde occidental, du monde industrialisé de l'époque de Karl Marx, d'il y a un siècle, vous trouvez en réalité déjà les raisons qui expliquent aussi pourquoi un phénomène comme la syndication oligarchique, un phénomène comme Davos, hein, était dans ce monde-là encore relativement impossible. Déjà concevable, j'imagine, et il y a eu de grands précurseurs, hein, comme le comte Kalergi, mais encore assez difficile malgré tout à organiser. Pourquoi ? Eh bien, avant tout parce que cette bourgeoisie donc de l'époque de Germinal, cette bourgeoisie de capital, de production et d'argent, en voyant se pointer des gens comme les ténors du Forum économique mondial, qui inclut, hein, ne l'oublions pas, quelques survivants du Gotha européen, de la haute noblesse d'Ancien Régime, comme la fameuse famille de Saxe-Cobourg, rebaptisée Windsor pendant la Première Guerre mondiale, sous les traits notamment hein, du climatiste en chef Charles Windsor. Bon, ben cette bourgeoisie, si vous voulez, roturière du XIXe siècle, en voyant se pointer hein, cette oligarchie davosienne, elle aurait tout d'un coup eu des frissons, hein, elle aurait eu une sueur froide,
parce qu'elle se souvenait encore très très bien de son sort, de sa condition à l'époque pré-révolutionnaire. C'est-à-dire que quand vous avez ce genre de personnel à la tête de l'État, en tant que bourgeois, en tant que riche d'origine roturière, qui a la gueule un peu trop grande ouverte, on se retrouve quand même assez facilement dans une Bastille. D'autre part, à l'époque, vous aviez, j'y ai déjà fait allusion, encore une force culturelle très importante qui était le nationalisme. Alors le nationalisme moderne, on pourrait aussi dire le patriotisme de l'État-nation moderne, qui fait que les mineurs en grève de Germinal, alors même qu'en fait eux ils avaient une identité ethnique du terroir, ils étaient, je pense, pour la grande majorité des ch'tis, mais ils ne se concevaient pas comme des ch'tis en lutte contre une domination coloniale, dirait-on, mais comme des Français qui avaient un problème purement politico-économique, si vous voulez, à régler avec un autre Français ou une autre partie une autre classe de la société française, c'est-à-dire avec ce directeur de la mine, qui lui-même, quel que soit par ailleurs son background ethno-confessionnel, se considérait avant tout comme un Français. Et là, vous avez les racines de la Première Guerre mondiale, puisque quand les contradictions de classe ont atteint en quelque sorte un maximum, quand le point de rupture s'est approché, eh bien, le système de l'Occident de l'époque a fui dans la guerre, c'est-à-dire a réussi à sauver sa structure de classe en dressant les nations, les nationalismes militaristes et agressifs les uns contre les autres, et c'est la boucherie de 1914-1918. Or, ce paysage culturel, au cours du siècle qui a suivi, si vous voulez, les derniers écrits de Karl Marx, Germinal de Zola, il a profondément changé. C'est-à-dire que les deux éléments structurants que je viens de mentionner ont tous deux disparu. C'est-à-dire que d'une part, vous avez au moins dans ce que j'appelle l'Occident historique. Je mettrai un lien vers des podcasts où j'explique cette différence entre Occident historique et Occident pigmenté. Bien. Au moins dans l'Occident historique, vous avez, si vous voulez, les descendants du directeur de mine de Germinal, qui, le temps passant, ont fini par, pourrait-on dire, oublier l'ancien régime, et même pour une partie de cette classe, par concevoir des nostalgies d'ancien régime. C'est là une caractéristique plus marquée, et c'était prévisible, dans le monde francophone que chez les anglo-saxons. Pourquoi ? Parce que c'est l'héritage de Louis XIV. Ce sont aussi les héritiers de cette bourgeoisie de la monarchie absolutiste française qui a tourné le dos à la mer, qui a tourné le dos au commerce international et au colonialisme, et où les bourgeois, après s'être enrichis souvent dans des activités agraires ou mercantiles, ont pour premier réflexe d'aller s'acheter des châteaux, des chasses, qui leur donneront droit à des particules, c'est-à-dire à devenir de la noblesse de robe et à imiter l'habitus aristocratique. C'est exactement ce qu'on retrouve chez les droitardés, les boomers, si vous voulez, de la chaîne patrimoine, qui sont, si vous voulez, des cadres en retraite, mais qui s'imaginent qu'il ne leur manquerait pas beaucoup pour finalement être invités à Davos. Et quand on regarde plutôt du côté des masses, ce qu'on remarque avant tout au cours des 50-60 dernières années, dans l'Occident post-mai 68, c'est la disparition du nationalisme. Alors il y a des marqueurs historiques très forts, comme la disparition des systèmes de conscription du service militaire dans la quasi-totalité des États occidentaux, avec quelques exceptions un peu bizarres comme la Suisse. Mais en gros, d'ici à la fin de la guerre froide, pratiquement tous ces États s'étaient débarrassés du service militaire, et le résultat qu'on voit aujourd'hui, c'est que même à la périphérie de l'Occident historique, la conscription, les armées et les guerres de conscrits, où on appelle les gens sous les drapeaux, ça ne fonctionne plus. Même l'Iran, qui était encore, je dirais, une république nationaliste, militariste au début de sa révolution khomeïniste et au moment de la guerre Iran-Irak, qui sert toujours d'ailleurs de mythe fondateur au régime iranien. Oui, mais entre-temps, la société iranienne est passée à un modèle pratiquement de l'enfant unique,
Et on voit bien que l'Iran, comme disait un expert hongrois que je suivais récemment, bon, est prêt à se battre alors, contre l'empire américano-sioniste, contre les royautés arabes sunnites, contre qui vous voulez, jusqu'au dernier combattant chiite arabe. Hein, et donc à l'exclusion du premier combattant chiite iranien. Hein. Eux, ils ne les enverront pas. Et dans le monde slave oriental, eh bien, visiblement, le dernier État-nation, enfin, au moins proclamé tel, à avoir plus ou moins réussi à monter une armée de conscription, c'est l'Ukraine. Hein. Bon, ça correspond à la société la plus arriérée, hein, culturellement de cette partie du monde. Et même là, il faut nuancer, hein, puisque les frontières ukrainiennes, on l'a vu, n'ont été rendues réellement hermétiques que, en gros, un an et demi, hein, après le déclenchement de l'opération militaire spéciale de la Fédération de Russie, disons que ceux qui, et ils sont des millions, hein, n'avaient pas l'intention de participer à cette farce sanglante, ont eu au moins un an, hein, pour se carapater, faire l'acquisition d'une autre citoyenneté, se mettre à l'abri. Hein. Donc la junte de Kiev n'a pas vraiment risqué une contradiction frontale, hein, avec l'irénisme, le pacifisme moderne ou postmoderne, si vous voulez, qui, là comme ailleurs, hein, à Kiev comme à Moscou, comme à Berlin, comme à Paris, caractérise quand même le plus gros, au moins, des classes urbaines. Or, du moment que ce nationalisme moderne, le nationalisme de l'État-nation, après avoir lui-même étouffé, phagocyté, hein, les sentiments communautaires, hein, les égoïsmes collectifs d'ordre tribal ou ethnique, hein, aux dépens desquels il s'est lui-même construit. Bon, à partir du moment où, après avoir bouffé tout ce qu'il y avait en dessous, hein, pour ainsi dire, ce nationalisme moderne, ce nationalisme de l'État-nation s'éteint culturellement à son tour, on se retrouve dans un monde où finalement il n'y a plus qu'un seul groupe humain, parmi ceux du moins du monde industriel, hein, ceux dotés, disons, de moyens d'action assez importants, technologiques, etc., sur leur environnement. Bon, bah, il y a dans cette division-là, si vous voulez, il n'y a plus qu'une équipe, hein, il n'y a plus qu'un seul groupe humain qui est discrètement, certes, mais de moins en moins discrètement d'ailleurs. Hein. Justement, Davos est l'un de ces lieux où cette discrétion est en train de disparaître. Bon. Le dernier groupe humain doté d'un véritable égoïsme collectif, eh bien, c'est la caste. C'est cette oligarchie transnationale qui se réunit dans ces divers cadres de syndication, Davos, le Bilderberg, etc. Bien, alors attention à l'ultra-simplification. Je ne suis pas en train de vous dire, hein, que ces gens-là sont tous cousins, hein, qu'ils auraient par exemple un background ethnique unique. Hein. Bon, je laisse ça à certains amateurs d'essentialisme ethnique, bon, ou ethno-confessionnel. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'ils sont tous copains, à titre individuel, exactement comme à l'époque des solidarités de classe, à l'intérieur d'une classe sociale, et même en contexte de lutte de classe, eh bien, vous aviez aussi des divergences et des inimitiés souvent fatales d'ailleurs. Hein. Donc je ne suis pas non plus en train de vous dire que les milliardaires américains, européens, Bernard Arnault, etc., aiment de tendre amour, hein, les princes rouges de Pékin, l'oligarchie moscovite. Non, non, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire ça, hein, la syndication de la caste. Ça veut tout simplement dire que les membres de cette oligarchie davosienne, eux, ont conscience de l'existence de leurs intérêts de caste, hein, et de la contradiction dans laquelle vont nécessairement se retrouver ces intérêts avec ceux de cette autre caste qui, elle, n'a en général pas conscience d'elle-même, du moins pas une conscience subjective, mais il en existe une conscience objective, qui est la conscience qu'en ont, ben, justement, les membres de l'oligarchie. C'est-à-dire que quand eux vous parlent des gueux, des sans-dents, des gens qui ne sont rien, tout ça ce sont des citations, hein, des mangeurs inutiles. Ça, c'est une citation de Bill Gates. Bill Gates, troisième du nom. Hein, c'est une dynastie. Bien. Eh bien, il vous montre qu'eux ont parfaitement identifié l'ennemi. Hein. Le problème de cet ennemi, j'allais dire, et son malheur, hein, c'est que lui-même, en revanche, subjectivement, ne s'auto-identifie pas très bien.
pour l'instant du moins. Alors pourquoi est-ce qu'il a tellement de mal à accéder à sa propre conscience de caste ou aux diverses consciences de caste de diverses communautés, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de rejouer l'universalisme occidental. Hein. Il n'y a pas de raison pour que les descendants de tous les pays, hein, nous rejouent. C'est une possibilité, c'est ce que j'ai appelé la possibilité d'un épilogue rouge-brun. Hein, je mettrai aussi un texte en lien. Bon. Un épisode rouge-brun au crépuscule de l'Occident. Bon, mais c'est pas techniquement la seule possibilité envisageable. Il se peut aussi que des communautés plus organiques, plus locales, hein, accèdent à la conscience de nouveaux égoïsmes collectifs sans pour autant verser dans l'universalisme. Hein. Il se peut par exemple que les Blancs européens finissent par se rendre compte qu'ils ont, les descendants blancs européens finissent par se rendre compte qu'ils ont des intérêts de groupe, hein, qu'il peut être rémunérateur pour eux de développer un égoïsme collectif, que ce soit face à la caste, hein, à l'oligarchie transnationale, ou par rapport à d'autres grands ensembles de descendants, de gens qui ne sont rien, par exemple le prolétariat chinois. Ce qui, pour l'instant, notamment dans les castes inférieures de l'Occident historique, ralentit considérablement ce processus, eh bien c'est notamment ce bruit idéologique, hein, produit par des droitardés, hein, des clowns comme Javier Milei ou ses adorateurs français, qui soit vivent eux-mêmes, hein, dans un univers mental qui a un siècle de retard sur la réalité historique, soit, tout du moins, s'efforcent, hein, dans leur production discursive, de vous faire vivre dans un tel univers, c'est-à-dire de vous empêcher de vous hisser, comme disait Ortega y Gasset, à la hauteur des temps, hein, à la hauteur de l'époque dans laquelle il vous est donné de vivre. En vous expliquant notamment que la grande question politique, hein, la grande question historique qu'il faut résoudre à tout prix, hein, que l'horizon indépassable de notre existence, alors déjà ce nôtre, il faudrait le mettre entre guillemets, moi je ne suis pas certain d'avoir une existence en commun avec Bill Gates ou avec Klaus Schwab, vous voyez. Enfin, eux en tout cas parlent comme ça, ou pensent au moins comme ça, ou ressentent comme ça. Donc l'horizon indépassable de notre existence, ce serait cette grande question que eux présentent comme une sorte de dilemme scolastique, vous voyez, presque une question technique que des ingénieurs, hein, des experts, des stratèges devraient résoudre. Est-ce qu'il faut que le phalanstère, hein, que le camp de travail occidental, hein, que la république universaliste autoritaire de modèle occidental, quoique étendue à l'Occident pigmenté, bon, donc cette espèce de meilleur des mondes dans lequel nous allons devoir vivre de toute façon, hein, de leur point de vue, est-ce qu'il faut qu'il soit organisé par des apparatchiks du parti, hein, qui soudoie un sous-prolétariat à force de subsides, vous voyez, donc bon, la Macronie et les bénéficiaires de la CAF, hein, traduit en termes français contemporains. Bien. Ou est-ce qu'il faut confier ça aux fameux entrepreneurs? Ben oui, mais attendez, c'est qui les entrepreneurs? Parce que autant, par exemple, oui, en Allemagne, vous avez encore ces fameuses 2000 familles, hein, ce tissu de grosses PME, hein, qui est censé finalement posséder la réalité économique allemande. Autant en France, par exemple, typiquement en France, on voit bien que le capitalisme, c'est quoi? C'est Bernard Arnault, Vincent Bolloré. C'est un capitalisme parfaitement oligarchique. Et d'ailleurs, Javier Milei, hein, le grand, le challenger, hein, l'homme qui est allé défier Davos, hein, à Davos, parce qu'il était invité, dans son discours, explique bien, hein, que la grande entreprise, oui, c'est très bien, parce que ça permet, n'est-ce pas, des économies d'échelle, des gains de compétitivité, etc. Donc c'est un discours pro-oligarchique. Hein. Alors, c'est vous dire s'il a dû être profondément désagréable aux oreilles des Davosiens. Hein. Ça a vraiment dû leur ôter le sommeil, je pense. Hein. Ben non, ça ne leur a pas ôté le sommeil du tout, parce que les Davosiens, hein, à la différence des idéologues droitardés, hein, de la dissidence française, eux, ils sont à la hauteur des temps. Eux, ils vivent réellement en 2024, et pas en 1980, si vous voulez. Hein. Donc eux, ils savent ce qui s'est passé entre-temps. Hein. Ils savent qu'entre-temps, il y a eu 1991, il y a eu la glasnost, la perestroïka, l'URSS s'est effondré pendant que la Chine de Mao se transmutait, hein, d'une certaine manière.
Et dans ces régimes que eux considèrent aujourd'hui comme des modèles à suivre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous aviez une aristocratie de parti, hein, ce qu'on appelait aussi la bourgeoisie de parti, mais enfin, dans des pays qui n'ont jamais connu de révolution bourgeoise, c'est une expression un peu curieuse. Bon, en tout cas, en russe, c'est comme ça qu'on disait, la bourgeoisie de parti. Donc, en gros, avant 1991, aux manettes, et puis jouissant de tous les privilèges, vous savez, la dacha, la voiture avec chauffeur, le fameux téléphone à 5 touches qui permet à tous les apparatchiks de se joindre à tout moment du jour et de la nuit entre eux, hein, le réseau privé. Bon, tout cela était dans les mains d'une oligarchie de nature politique, hein, d'une aristocratie de parti. Après, au terme de la perestroïka, au terme des années Yeltsin, vous retrouvez avec un petit taux de renouvellement tout de même. Oui, il y en a qui sont tombés du bateau, et puis il y a eu quelques promotions. Bon, mais à 80%, je dirais, en gros, vous retrouvez les mêmes, hein, mais désormais avec le statut de ce qu'on a appelé dans les années 90, les années 2000, les oligarques, hein, les fameux oligarques post-soviétiques. C'est-à-dire qu'entre-temps, ils avaient transformé ce pouvoir politique, hein, au sein du capitalisme d'État soviétique en un pouvoir économico-financier. Hein. Ils s'étaient transfigurés, en quelque sorte, hein, de secrétaire d'État soviétique à je ne sais quoi, en directeur de holding, de trust, d'empire énergétique, ou des communications, ou de la banque, ou que sais-je. Et pour le dire un peu crûment, ceux qui se faisaient baiser avant 1991 par l'aristocratie de parti, 99% continuent aujourd'hui, hein, à Moscou, d'où je reviens, à se faire baiser par, eh bien, en fait, la même aristocratie qui, entre-temps, a été déclarée capitaliste. Et ça, c'est pour moi, en gros, le phénomène que présage en Argentine l'arrivée au pouvoir d'un type comme Milei. Hein. C'est-à-dire que pendant que les droits tardés de tout poil en Argentine comme en Europe, hein, vont crier victoire, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un redressement productif. Hein. C'est-à-dire que tous ces avachis, hein, comme dit toujours le très athlétique Éric Verreg, tous ces parasites hein, qui s'avachissaient en suçant les subsides de l'État obèse, hein, obèse d'endettement de Buenos Aires, eh bien, ils vont commencer à crever de faim, ce qui les rendra beaucoup plus sensibles, hein, aux offres d'emploi particulièrement mal payées, hein, que leur soumettront eh bien, des entrepreneurs. Hein. Enfin, eux vont s'intituler entrepreneurs. Bon, ce sont en réalité des oligarques. Je pense en grande partie ceux qui s'étaient préalablement d'ailleurs enrichis au crochet, hein, de cet État dit socialiste et dit obèse, exactement comme les oligarques post-soviétiques, et qui, là, voyez, en l'espace d'une nuit ou d'une semaine, vont remiser au grenier leur petit drapeau rouge à étoiles, etc., et se réinventer en classe capitaliste du redressement productif et du redressement national de l'Argentine. Donc, vous voyez, c'est toujours 1914, hein, armez vos bataillons, hein, et direction les mines de mitrailleuses, messieurs les prolétaires, vous les premiers. C'est très exactement ce que dans une vidéo précédente, d'ailleurs aussi consacrée au phénomène Javier Milei, j'avais appelé le moment de contraction de l'accordéon occidental, ou de l'accordéon libéral, ça revient au même. Alors bon, encore une fois, il y a un seul petit problème, hein, dans cette idylle du redressement. Bon, c'est qu'en 1914, la conscription générale, elle était encore dans le peuple assez bien acceptée. Hein, parce que ce peuple lui-même, finalement, avait encore des identités de terroir, des identités ethniques et tribales, et une identité familiale, une structuration familiale forte. Ce peuple, c'était des familles à au moins 2 enfants, hein, sinon 3, sinon 4, sinon 8, bon, qui pouvaient donc se permettre d'en perdre un au champ d'honneur. Hein. C'était des peuples encore anthropologiquement viables, des peuples hétérosexuels, hétéronormés, comme on dirait aujourd'hui, pratiquant l'égoïsme collectif et l'endogamie.
Hein, c'est-à-dire que par exemple, les mariages franco-allemands, hein, étant alsacien, je suis bien placé pour le savoir, à l'époque ça existait, mais enfin c'était pas très très bien vu, hein, ni d'un côté ni de l'autre, et plus vous descendiez dans la pyramide des classes sociales, moins c'était bien vu d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans l'Occident du système Erasmus, hein, dans l'Occident du mariage mixte presque systématique, là, enfin, pour les traditionnalistes, les conservateurs, hein, pour les autres, il y a la GPA. Bon. Dans l'Occident des systèmes de conscription abolis depuis 20, 30, 40 ans, bon, et vous avez des stratèges, hein, des droitardés, des conservateurs. Alors, que veulent-ils conserver au juste? C'est une bonne question. Qui sont en train de vous dire, et peut-être même de se dire d'ailleurs, hein, les limites de la stupidité sont parfois insondables, qu'on va remettre le couvert de 1914. Ou au moins le couvert de 1991, si vous voulez, le couvert yeltsinien. Mais qu'on va le remettre pour des convives qui ce coup-ci ne sont pas des Chinois ou des Slaves orientaux qui n'avaient jamais connu le pluralisme, qui n'avaient jamais connu le parlementarisme, qui n'avaient jamais connu de démocratie bourgeoise. Non, non, on va remettre ce couvert yeltsinien, hein, euh, mais pour des convives qui sont les gueux de l'Occident historique, hein, c'est-à-dire quand même culturellement, mine de rien, les descendants de l'Europe des croisades, de l'Europe de la scolastique, de la ville libre médiévale, des villes hanséatiques, de la décapole rhénane, et last but not least, des révolutions bourgeoises, hein, du XVIIe siècle anglais, du XVIIIe siècle français, etc. C'est là, bien sûr, ce qui amène ce sourire post-occidental sur mes lèvres et qui m'amène à souhaiter aux dits droitardés et encore plus à leurs pigeons, bonne chance. Aux post-occidentaux, en revanche, je recommanderais, comme d'habitude, de circuler, étant donné qu'il n'y a rien à voir.